Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Début ce lundi du FIMEC, le Forum international des métiers et compétences. Le Premier ministre a exhorté la jeunesse à miser sur la formation professionnelle, vous verrez. Bonne nouvelle pour les populations, c'est officiel, les tarifs des péages d'Atinguier et de Saint-Grobeau sont revus à la baisse. On verra les nouveaux prix dans ce journal. Et puis, parier pour gagner, mais à quel prix? Ce soir, focus sur les jeux de hasard qui attirent de plus en plus malgré les dangers qui guettent les joueurs. Mais avant de développer ces titres, le vice-président de la République, Timoko Melie-Kone, a présidé ce lundi la réunion du Conseil présidentiel d'orientation et de suivi du PND. À cette occasion, le plan national de développement 2021-2025 a été évalué et jugé satisfaisant avec des projections pour la période 2026-2030. Les détails de Pierre Dipomela et de Tanguy Conin. Le plan national de développement 2021-2025 s'est soldé par des avancées notables, avec un taux de croissance moyen de 6,5% sur la période et de nombreux acquis sociaux au niveau de l'éducation, de la santé, une extension considérable des filets sociaux ainsi que le PJGouv qui permet de sortir de milliers de jeunes du chômage. Mais le gouvernement se projette déjà pour le PND 2026-2030 avec les orientations données par le vice-président. La session d'aujourd'hui avait surtout pour objectif, eu égard à ce bilan, d'en tirer les leçons et de donner des orientations pour l'élaboration du plan national de développement 2026-2030. Donc après avoir établi le bilan, nous avons quand même relevé quelques défis, des défis importants pour nous permettre de nous projeter sur la période 2030. Monsieur le vice-président a donné des orientations pour conduire ce que nous appelons le séminaire gouvernemental dès 17 et 18 février prochains, qui vont se tenir avec la Banque mondiale au Sofitel Hôtel Ivoire pour pouvoir justement plancher sur l'élaboration des grandes orientations du PND 2026-2030. Au cours de ce conseil présidentiel d'orientation et de suivi du PND, le Premier ministre a noté les différents constats à prendre en compte dans l'élaboration du prochain plan national de développement, notamment la capacité à réduire davantage la pauvreté et à améliorer la création d'emplois pour faire face aux défis de la jeunesse. Je vous le disais, ouverture ce lundi du Forum international des métiers et compétences, une première édition présidée par le Premier ministre Bougre Mambé qui a exhorté la jeunesse à saisir les opportunités de la formation professionnelle. Le constat de Sadifia Lekoué et de Fulgence Kissidou. Palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire, ce lundi. De nombreux jeunes au rendez-vous de la première édition du FIMEC, le Forum international des métiers et compétences. Réinventer la formation professionnelle pour un capital humain, moteur de croissance inclusive et durable, est le thème de cette activité qui a été rehaussée à l'ouverture par la présence du Premier ministre, Robert Bougre Mambé. Il a invité le public, essentiellement composé de jeunes, à s'intéresser à la formation professionnelle, une mine d'or d'emploi. Je suis venu vous encourager parce que l'enseignement technique est une chance pour les pays africains, tous ces pays qui bousculent la hiérarchie des grandes nations dans le monde, nous donne de comprendre que l'enseignement technique absorbe plus de 40 à 50 et 60% de tout l'effectif des étudiants et élèves dans leur société. Alors que nous, pour l'instant, Monsieur le ministre, nous avons à peine 6%. Dans le même élan, la directrice de l'AGFOP, l'Agence nationale de la formation professionnelle, justifiant ses assises, a souhaité l'instauration d'un marqueur de développement des compétences dans la réalisation de tous les projets structurants de l'État, afin d'assurer une meilleure prise en compte des besoins. Les principaux objectifs de ce forum sont d'informer sur les dynamiques actuelles de l'écosystème de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire, de transformer la perception publique de la formation professionnelle en la présentant comme une voie d'opportunité, car trop souvent, les gens viennent à la formation professionnelle quand ils ont échoué ailleurs. D'explorer des mécanismes innovants de financement de la formation professionnelle dont les équipements coûtent extrêmement cher. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie, parmi lesquelles la présidente du Sénat, Kandia Camara,
et le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Nguessan Kofi, qui a prononcé la conférence inaugurale. En s'appuyant sur des politiques de formation adaptées aux besoins du marché du travail et en investissant dans la formation de jeunes, des femmes et des groupes vulnérables, le pays créera un capital humain solide et dynamique, moteur essentiel de son développement économique à long terme. Pour tous ces participants, la formation professionnelle est une meilleure alternative à la recherche d'emploi. Le FIMEC, qui prend fin mardi, attend quelques 2000 visiteurs, avec pour objectif de faire de la formation professionnelle un levier stratégique de développement socio-économique. Et sur le terrain politique, les mobilisations s'intensifient. À Niblé-Crou, les militants du RHDP ont répondu massivement à la tournée de remobilisation en cours en réaffirmant leur soutien au président Alassane Ouattara pour le scrutin de 2025. Le reportage de Nadja Edja et de Cheikh Bleu. Ambiance des grands événements au terrain de l'école plateau d'Annie-Blécrot. La foule en liesse est venue répondre massivement à l'appel de la coordination régionale RHDP de l'Indenier du Hablin. Une mobilisation qui vise pour les représentants du parti de cette région à battre le rappel des troupes alors que se rapproche la date de l'élection présidentielle. Pour eux, nul autre choix que le président Alassane Ouattara pour la magistrature suprême en 2025 et poursuivre le développement du pays. Notre rassemblement de ce jour se veut un appel pressant lancé à son Excellence Monsieur le Président de la République par les populations du royaume du Djablin et celles de l'Indénié plutôt afin qu'il se porte candidat aux élections présidentielles d'octobre 2025. Cet appel tire sa source dans les actions que le président Ouattara pose depuis son accession à la magistrature suprême et qui constitue le symbole d'une renaissance pleine d'espérance. Nous avons revendiqué avec force, mais avec respect, la candidature du président Alassane Ouattara pour les élections de octobre 2025. Et dans une liesse populaire, les populations ont adhéré, ont exprimé leur forte adhésion à cette requête. Pour un large ratissage et une victoire assurée du président Alassane Ouattara, personne n'est laissé de côté. D'où l'appel de Arlette Badou, présidente nationale des femmes du RHDP, à l'endroit de la population en général et des femmes en particulier. Il est l'heure de se remobiliser, il est l'heure de redynamiser nos bases au profit de la candidature du président Alassane Ouattara. Pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, nous lui devons ce merci, cette reconnaissance-là. Et le 25 octobre 2025, nous comptons sur cette grande population qui sait reconnaître ce qui est bien pour son bonheur. Cette rencontre des militants et sympathisants du RHDP dans la ville d'Annie-Blécrot s'inscrit dans le cadre de la grande tournée de remobilisation de la coordination régionale du parti dans l'Indenier du Hablin. Elle marque la deuxième étape après celle d'Abambourou, tenue le 1er février. Dans la région du Cavali, même mobilisation. Anouloto a appelé cadres et militants du parti à se mettre en ordre de bataille derrière le président Alassane Ouattara pour une victoire garantie du RHDP dès le premier tour en octobre prochain. Le récit de Moussani Kema. La bataille pour la présidentielle d'octobre 2025 est lancée dans le Cavali. En réunion avec les cadres locaux du parti, Anouloto, premier responsable du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix dans la région, a exhorté ses collaborateurs à l'union derrière le président Alassane Ouattara. Le RHDP tient à tout mettre en œuvre pour maintenir son avance en matière d'occupation du terrain, pour maintenir son avance en matière d'encadrement des populations. Aujourd'hui, nous avons travaillé autour des thèmes élection présidentielle d'octobre 2025, garantir la victoire du RHDP dès le premier tour. Aujourd'hui, nous sommes fiers, avec le RHDP, d'offrir à nos populations de la région du Cavali stabilité, paix et développement. Un appel entendu par les cadres de la localité qui se disent prêts à porter le président du parti en octobre prochain. Nous avons décidé de nous réunir sur la coupole de la ministre Anouloto pour voir dans quelle mesure
comment nous allons gagner, avec quels moyens nous allons gagner. Et je peux vous dire que le RADP est vraiment présent dans la région du Cavalier, sinon au niveau de la commune. Vraiment, nous, on est vraiment prêts à aller au front. Et je sais que le président va faire 90% ici dans la commune. Je sais que bientôt les lignes vont bouger et le RADP est prêt à attaquer le pouvoir et à mettre le président Alassane Ouattara au pouvoir en 2025. Ces échanges ont permis de retenir 8 recommandations stratégiques, à partir desquelles 3 importantes résolutions ont été adoptées. Il s'agit du renforcement de l'unité, de la solidarité, de la fraternité, de la cohésion au sein de l'équipe régionale, l'optimisation de la stratégie électorale et l'approche communicationnelle. Et l'opposition n'est pas en reste. À Abidjan, à Yopougon précisément, Jean-Louis Billon, candidat déclaré à la présidentielle et député de Dabakala, a réaffirmé devant un public en liesse sa volonté d'aller jusqu'au bout de son projet qui est de diriger la Côte d'Ivoire. Les précisions de Mardoché Kwasi et de Kimo Eric. Jean-Louis Billon, candidat déclaré à l'élection présidentielle d'octobre 2025, a animé samedi un meeting à la place CP1 de Yopougon. Une occasion pour le député élu dans la circonscription de Dabakala d'appeler au changement de génération à la tête de la Côte d'Ivoire. L'ancien ministre du Commerce et cadre du PDCI RDA a réaffirmé sa détermination à être le porte-flambeau de cette nouvelle génération en se faisant élire président de la République au scrutin d'octobre 2025. La campagne présidentielle est lancée. Le pouvoir, c'est une question de génération. Et c'est notre génération qui arrive. J'ai été le premier acteur politique à déclarer ma candidature et je poursuis mon chemin. Yopougon était au rendez-vous aujourd'hui. Vous avez vu une belle mobilisation. Il y a eu la pluie d'abord et malgré la pluie, toutes ces personnes sont venues. Comme on dit, après la pluie, le beau temps, ça présage d'un bel avenir pour la Côte d'Ivoire. Face à ses partisans, Jean-Louis Billon a également dévoilé les grandes lignes de son projet de gouvernance de la Côte d'Ivoire, basé selon lui sur le nationalisme économique. Ce meeting du candidat Jean-Louis Billon a été organisé par le collectif des mouvements de soutien et associations de la société civile engagés aux côtés de Jean-Louis Billon. Le président du PPACI poursuit lui aussi sa tournée de mobilisation de ses troupes. À Marcory samedi, l'ex-chef d'État ivoirien a exhorté les autorités à créer les conditions pour un scrutin apaisé en 2025, comme nous le montre Mardoché Kwasi dans cet élément. Après Adjamé, il y a 2 semaines, le président du PPACI, Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, était samedi à Marcory dans le cadre de sa tournée dénommée Kokoko. Devant ses partisans venus nombreux l'applaudir et l'écouter, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo est revenu sur les conditions à remplir pour offrir aux Ivoiriens un processus électoral inclusif, libre et transparent. Il faut que les listes électorales soient vidées de tous les noms qui ne doivent pas y être. C'est avant l'élection qu'on crée les conditions de la paix. Je propose donc au régime de prendre à bras le corps le sujet, de discuter avec tous ceux qui ont intérêt à des élections claires, justes et apaisées, et puis ils prendront les décisions qu'il faut pour que les élections se passent dans ces conditions-là. Laurent Gbagbo a par ailleurs exhorté ses partisans et les acteurs politiques ivoiriens à travailler ensemble pour garantir la paix autour des élections. Désigné candidat par sa formation politique, le PPACI, l'ancien chef de l'État reste déchu de ses droits civiques suite à sa condamnation à 20 ans pour l'affaire du braquage de la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Focus à présent sur les jeux de hasard. Ils attirent de plus en plus de monde dans le pays. PMU, loto, paris sportifs, chaque jour, des milliers d'Ivoiriens misent dans l'espoir de gagner gros. Mais à quel prix? Le reportage de Faltia Koulibaly et de Chèque Bleu. Dans les rues animées de Koumassi, Joël, un habitué du loto, se prépare à exécuter son rituel de la journée. Depuis 6 ans, il mise régulièrement, espérant que la chance finira par lui sourire. On peut le dire, que je suis en cours, parce que chaque jour,
Même aujourd'hui, mais il a joué 10 heures. À tout à l'heure, il est venu jouer encore. Après 16 heures, il a joué encore. 19 heures, il a joué. Il y a 21 heures, il y a 23 heures. Ici, ça gagne au moins des millions. Mais 1 million, il n'a pas encore eu d'abord. Si dans les 100 000, les 200 000, les 300 000, on a eu, mais c'est pas ça. On veut chercher à avoir cette expérience aussi. À quelques mètres de lui, Kojo partage la même passion, mais avec une pointe de frustration. Il critique les règles du jeu, les probabilités trop faibles, mais continue de tenter sa chance, persuadé qu'un jour, il décrochera le gros lot. Donc, au moins essayer de nous arranger un peu. Au moins sur un mois, tu joues un jeu sur un mois, il faut gagner. Moi, j'ai un stand-by que je joue, ça me fait 1 an et demi. Bientôt 2 ans. Le pion n'est jamais venu. Ça vient toujours un pied. Par jour, je peux facilement dépenser 10 000. Si je n'ai rien joué. Hein. Si certains se tournent vers le loto, d'autres préfèrent le PMU, le pari mutuel urbain. C'est le cas de Salif, un cinquantenaire qui joue depuis 2006 sans relâche. L'auto, c'est dans l'inconnu, on jette comme ça, on ne sait pas qui vient et qui ne vient pas. Mais au PMI, on est sûr que celui-là vient, celui-là ne vient pas. Mais le problème de PMI, il faut forcément gagner tiercé. Les tiercés, moi j'appelle ça la chance. On peut avoir les 3 numéros, il y a les tiercés dedans. On peut même multiplier à 10 combinaisons sans pouvoir gagner tiercé. Mais pendant que beaucoup espèrent remporter le jackpot, d'autres cherchent à sortir de cette spirale. Tout ça là, j'aimerais arrêter d'ici le 31 décembre, j'aimerais arrêter ça. À Marcory, Marc-Éric s'installe devant un ordinateur dans un espace de paris sportif. Depuis près de 10 ans, il suit avec minutie les statistiques des matchs et place ses mises sous les conseils avisés d'Eddy, le gérant. Eddy tente tant bien que mal de réglementer ce secteur comme il peut. Puisque le décret a été pris par le gouvernement par rapport aux enfants de moins de 18 ans, on ne peut pas les voir dans les coins de jeux, dans le tour de Paris. Voilà. Donc c'est les personnes adultes qui viennent jouer ici. Ça fait ma 2e, ma 3e année. Voilà. Donc je connais la plupart des clients. Voilà. Il sait avec qui il a commencé et puis je connais ceux qui sont petits. Ils demandent aussi des pièces. Sarah, psychologue, nous éclaire sur la frontière tenue entre loisirs et dépendance et les conséquences parfois lourdes de cette passion pour le hasard. Quand on parle d'addiction et de dépendance, c'est vraiment qu'il y a une perte de contrôle. Donc la personne a un besoin irrépressible de jouer. Donc là, comme on est dans le cadre du jeu, face au fait de jouer, le cerveau de la personne va sécréter des neurotransmetteurs, donc de la dopamine, de la noradrénaline, et tout ça, ça va créer une chimie qui va créer chez la personne une sensation et un besoin, un plaisir particulier. Et donc, à chaque fois que la personne va jouer, ça va être parce qu'elle cherche à avoir ce plaisir-là qui a été créé au niveau de son cerveau. C'est possible de sortir de l'addiction au jeu, mais par contre, on a vraiment besoin d'aide. On va retrouver certaines personnes qui vont essayer d'en sortir toutes seules, mais qui ne vont pas y arriver, parce que là, on est vraiment dans le cadre de quelque chose qui est pathologique. Donc le psychologue va déjà avoir pour mission d'aider la famille à comprendre ce qui se passe. Si pour certains, le jeu reste un simple divertissement, pour d'autres, il devient un véritable mode de vie, voire une dépendance difficile à briser. Derrière chaque mise, il y a un espoir, une stratégie, mais aussi une grande part d'incertitude. Depuis aujourd'hui, les postes de péage d'Attinguet et de Saint-Grobeau appliquent une révision tarifaire, des réductions qui réjouissent les conducteurs, mais qui suscitent aussi l'espoir d'un tarif encore plus avantageux, comme nous le montrent Moussani Kema et Kimo Eric dans ce reportage. Depuis ce 10 février, la grille tarifaire des postes à péage d'Attinguet et de Saint-Grobeau connaissent une révision. Annoncée à travers un communiqué quelques jours avant, cette révision donne les nouveaux prix, appliqués sur les différentes classes de véhicules. Réduction appréciée par les usagers de la route. Bon, on peut en vendre 1250. Donc aujourd'hui, effectivement, 1000 francs, seulement, ça nous fait beaucoup plaisir. Ça change tout, hein, sincèrement, ça change tout. Parce que parfois, on fait des monnaies, il n'y a pas de monnaie, bon, ça retarde un peu. Et aujourd'hui, bon, elle a 1000 francs. Moi, j'étais étonné. Quand il s'est arrivé à donner 2000 francs, elle m'a dit, bon, c'est 1000 francs. Moi, sincèrement, ça m'a soulagé. Mes collègues m'ont dit comme ça que le prix du péage a été diminué. Et tout à l'heure, il a constaté qu'effectivement, ça a été diminué. De 1250, nous sommes passés à 1000 francs. En matière de déplacement, ça revenait un peu coûteux. Et puis, bon, aujourd'hui, on apprend que le prix du péage a été réduit. C'est vraiment un grand plaisir. C'est 2500. Ouais, mais on est content puisque la population vit bien déjà. Le transport, c'est la population. Si on vit bien, Dieu merci déjà. Bien qu'heureux de ces nouveaux tarifs, les conducteurs affirment garder espoir
à une autre remise au rabais pour le bonheur de tous. Quand la situation s'embellit, les prix baissent. Certainement que les ressources de l'État justifient que ces prix baissent. Ma foi religieuse m'impose d'abord de dire merci pour ça et puis d'espérer que la situation du pays permette qu'on paye beaucoup moins. C'est un gain. Lorsqu'on doit faire par exemple 2 péages jusqu'à Yamoussoukro, ça nous fait un gain substantiel de 500 francs. En aller-retour, ça fait 1000 francs. Dans ces périodes un peu difficiles, je pense que c'est toujours une petite économie. C'est un bon début, c'est un bon encouragement. Mon souhait aurait été que ce soit 500 francs. Les prix affichés dans ces 2 péages sont désignés comme suit. Classe 1, véhicule léger, 1000 francs CFA. Classe 2, véhicule intermédiaire, 2500 francs CFA. Classe 3, poids lourd, véhicule à 2 essieux, 3500 francs CFA. Classe 4, poids lourd, véhicule à 3 essieux et plus, 5000 francs CFA. Le rapport 2024 sur le développement économique en Afrique de la CNUSED a été présenté ce lundi en présence de la secrétaire générale de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, ainsi que le ministre ivoirien du Commerce, Dr Souleymane Diarra-Souba, comme nous le montrent Mardoché Kwasi et Zécré Joseph dans ce reportage. C'est à 12h GMT que le rapport 2024 sur le développement économique en Afrique de la CNUSED a été officiellement rendu public depuis Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Une première dans un pays africain francophone. Ce rapport décrit comment l'Afrique peut transformer les vulnérabilités économiques en opportunités par le commerce, l'investissement et l'intégration régionale. Pour y arriver, le continent doit travailler sur des leviers importants pour lui permettre de réaliser tout son potentiel économique. Avant toute chose, il faut pouvoir mettre ensemble tout ce qui est normes, tout ce qui est aussi convergence de barrières non tarifaires. Alors, la connectivité est un potentiel immense pour l'Afrique, mais cela n'est possible que si l'on y met la fin de toutes les barrières et toute la création de conditions idoines pour pouvoir le faire. Je pense que la Côte d'Ivoire a mis comme priorité les choses suivantes: l'intégration, la digitalisation, la diversification de la structure de production et l'éducation. Et ce sont les bonnes priorités. Un rapport important pour les autorités ivoiriennes qui, par la voix du ministre Souleymane Diarra-Souba, en charge du commerce et de l'industrie, se réjouissent du choix porté sur la Côte d'Ivoire pour sa présentation, avant de revenir sur les enjeux pour le pays. Lorsqu'on regarde en fait les principaux axes qui sont proposés dans ce rapport, cela montre en fait que les axes sur lesquels il faut travailler devraient être portés par l'intégration régionale. Ce rapport va nous aider également à bâtir un plan national de développement 2026-2030 plus robuste et qui sera profitable aux populations vivant en Côte d'Ivoire. Après sa présentation officielle, le rapport 2024 sur le développement économique en Afrique a été officiellement remis au Premier ministre Robert Begré-Mambé. Le chef du gouvernement a auparavant pris part en compagnie de la secrétaire générale de la CNUSED à un dialogue de haut niveau sur le thème la Côte d'Ivoire et la construction de la résilience régionale face aux incertitudes mondiales. Occasion saisie par le Premier ministre pour revenir sur les conditions créées par la Côte d'Ivoire pour optimiser le rôle du secteur privé dans la construction de la résilience. Nous avons une unité qui gère toutes les conventions et tous les marchés entre le secteur privé, le secteur et l'État, de sorte à ce que les dossiers soient élaborés de façon technique précisément et avec toute l'efficacité nécessaire pour protéger le secteur privé et protéger les intérêts de l'État. Nous estimons que le dialogue permanent du secteur privé et nous doit être renforcé pour mettre le secteur privé à l'aise. Nous avons initié des zones industrielles au PK24 équipées pour que le secteur privé puisse s'installer dans les meilleures conditions. Ce rapport recommande entre autres pays africains de réduire leur dépendance aux marchés volatiles, diminuer les coûts, renforcer les PME, libérer le potentiel du commerce régional et des mesures politiques pour un avenir plus fort. Des éléments essentiels à la transformation des vulnérabilités en résilience. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à même heure. Bonne soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.